Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'assister à cette table ronde dédiée aux enjeux de l'IA, du Data Privacy Framework, du fingerprinting, tous les nouveaux enjeux de la conformité RGPD. Je pense qu'avec l'actualité, avec les échanges, avec les différents participants de la table ronde, les trois petits points vont peut-être nous permettre de voyager même au-delà. Je m'appelle Garance Mathias, je suis avocat à Barreau de Paris, je dirige un cabinet spécialisé en cybersécurité et j'ai la chance et l'honneur d'avoir à cette table ronde plusieurs personnes. Je vais les laisser se présenter chacune. Voilà. Une partie de la table ronde se fera en anglais pour effectivement la fluidité des échanges. N'hésitez pas après à poser vos questions en français si jamais vous ne sentez pas confortable en anglais. Il n'y a aucune difficulté, nous avons effectivement des traducteurs. La traduction, vous avez des casques à l'entrée. Nous souhaitons tous, avec l'ensemble des interlocuteurs, répondre à vos questions, en tout cas s'interroger concernant ces enjeux tant de nouvelles technologies, de conformité, et aussi peut-être des enjeux d'actualité avec le Data Privacy Framework. Donc, premier point très important peut-être, nous avons l'honneur d'être accompagnés d'un membre éminent. Je vais tout de suite lui laisser la parole pour la présentation. Merci d'être en tout cas à notre côté. Voilà. Thank you very much. Merci, c'est un grand plaisir effectivement d'être avec vous. C'est ma première fois à FIC Lille. J'ai eu l'occasion de venir au FIC l'an dernier. Je m'appelle Wojciech Wiwirowski, je suis le superviseur de la protection des données au niveau européen. C'est pour ceux d'entre vous qui ne comprennent pas tout à fait l'organisation un peu byzantine de l'Union européenne. Mon rôle, je suis chef des données, de protection des données pour toutes les agences et institutions européennes. Mais ce qui est plus important pour les fins de notre discussion aujourd'hui, mon bureau, mon service et aussi fournit des conseils aux législateurs dès la conception de la période de préparation des actes jusqu'à la fin du processus de législation, de légifération. Donc, comme vous avez chacun dans les pays États membres, le CNIL, par exemple, c'est votre autorité pour la protection des données qui conseille le gouvernement français et le Parlement français. Mon bureau fait la même chose pour les institutions européennes. Et en plus, depuis l'an dernier, mon bureau est aussi a pris la responsabilité de surveiller, de gérer surveiller le marché et l'utilisation de l'IA par les institutions européennes. Donc, les outils IA qui ont été déjà adoptés par certaines institutions européennes. Nous, on a un rôle à jouer dans la supervision, dans le suivi de cette utilisation. Donc, évidemment, il y a toujours eu une tension entre la technologie, les développements, l'évolution et la loi. Évidemment, la loi a toujours quelques pas de retard sur l'évolution de la technologie. C'est le cas depuis très longtemps. Et c'est vrai de notre système législatif et notre loi pour la protection des données. Il faut les adapter aux changements dans l'environnement. Sinon, on peut modifier l'existant. Des fois, il faut légiférer de nouvelles réglementations. Par exemple, le cadre réglementaire existant a déjà 10 ans. Et il y a 10 ans, quand ces décisions étaient en discussion pour l'RGPD, par exemple, toutes ces discussions datent 10 ans maintenant. Et il y a des gens au Parlement européen, dans les gouvernements, dans la Commission européenne, qui pensent qu'il serait tout à fait temps de réviser le texte de loi RGPD. Mais en même temps, il faut suivre les développements qui se passent un peu partout dans le monde. Et je pense qu'on peut dire sans problème que depuis 10 ans, la convergence des cadres réglementaires sur la protection des données un peu partout dans le monde a été évidente. Il y a des parties du monde, comme vous le savez sans doute, qui suivent les RGPD, qu'ils appliquent chez eux, et d'autres qui ont créé leur propre cadre réglementaire. Il y a des discussions, des dialogues qui se passent au niveau international, et la solution européenne a été un peu précurseur dans ce domaine. Mais en même temps, il faut prendre en considération l'environnement, le contexte dans lequel nous opérons et la situation géopolitique.
Et c'est un point qu'on va discuter cet après-midi, je sais, le futur du cadre qu'on a, le cadre qui encadre notre coopération avec les États-Unis et les textes qui encadrent nos collaborations avec d'autres pays dans le monde, avec l'OCDE, le G7 et l'Assemblée internationale pour la protection de la confidentialité de la vie privée. On m'a demandé de lancer la discussion. Ce sera donc mon point de départ. Je pense que pour les institutions européennes et les autorités de protection de données, je pense que j'ai dressé un petit portrait. Oui. Les échanges vont être très intense avec effectivement l'avenir, le fait que la régulation déjà sur la protection des données, le fameux RGPD a bientôt 10 ans d'entrée en application, et aussi voilà de voir les nouvelles postures comme vous l'avez évoqué avec les États-Unis, l'autre côté de l'Atlantique. Effectivement, Paul Olivier, en tant que président de la FCDP, quels sont les enjeux peut-être un peu plus, là on a vu la vision européenne et le rôle déterminant de l'Europe dans les régulations, même si le droit parfois suit un peu l'innovation, la technique. Est-ce que c'est un reproche? Est-ce que c'est effectivement une réalité? Enfin, on va voir. Mais la vision, effectivement, peut-être plus côté DPO? Alors, côté DPO et côté DPO français, c'est le point de vue que l'on a à la FCDP, en sachant qu'on a aussi une dimension européenne avec une émanation qui s'appelle CEDPO et qui avait organisé un colloque à la rentrée 2024 à Bruxelles, où Jacques a fait l'amitié d'intervenir. Donc, pour nous, on a une situation qui est un petit peu compliquée, parce que on a, de manière macro, des évolutions technologiques qui sont puissantes. Pardon? Non? Vous voulez dire? Non, en fait, merci. Je faisais un signe à Garance que ça fait un écho un peu. Mais... Ah, ça fait un écho. Qu'en pense la salle? C'est bon pour la salle? Donc si c'est bon pour la salle, je pense que la tribune va souffrir en silence et en souriant, n'est-ce pas? Et nous avons des points communs avec la Roumanie. Il faudra qu'on en parle après. Alors, pour revenir sur ce sujet, et hors cet aspect personnel qui a permis de détendre l'atmosphère, parce que je ne sais pas si vous avez écouté les informations ce matin. Qui a écouté les informations ce matin? On va poser la question autrement. Qui est de bonne humeur ce matin? D'accord. Alors, il y a ceux qui sont, et celles qui ont une capacité de résilience exceptionnelle, telle qu'Oriana, n'est-ce pas, Oriana? Qu'on va applaudir pour sa capacité de résilience. Donc, on est dans un environnement qui est extrêmement anxiogène, ça il faut le dire. La référence au problème des droits de douane ce matin est un petit peu anecdotique. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on a un univers qui est vraisemblablement en train de basculer sur beaucoup de choses. Et qu'on a pu penser qu'on avait un certain nombre de choses qui étaient des éléments de stabilité et sur lesquels on ne pourra plus compter. Alors, on est obligé de voir de manière très concrète ce qui se passe. Mais ce qui se passe, c'est qu'on a une innovation technologique vraisemblablement très profonde avec l'intelligence artificielle qui va avoir des impacts très forts en termes de productivité sur les organisations. Donc c'est quelque chose à côté desquels les organisations ne peuvent pas passer. La deuxième chose, c'est de savoir où vont se faire ces innovations. Est-ce que c'est exclusivement aux États-Unis ou est-ce que c'est en Europe? Et ça, c'est un deuxième point de vue. Et la troisième chose, c'est quelle société on va, vers quelle société on va. Parce que le RGPD, si on reprend un petit peu l'histoire, c'est l'évolution des textes qui ont été adoptés à la fin des années 70, avec en France la loi informatique et liberté. Et même si c'est des textes qui sont apparus quelques décennies après, ce sont des textes qui sont très marqués par l'histoire. Il y a un élément symbolique, il y a une plaque, quelque part dans Paris, devant un immeuble administratif, pour célébrer un acte de résistance, qui avait été la destruction du fichier du STO. Alors je pense que personne dans cette salle n'a connu le STO de près. C'était le service du travail obligatoire et qui était le moyen par lesquels les Allemands envoyaient les Français pour travailler dans les usines, pendant que les jeunes Allemands du même âge allaient faire la guerre. Et donc, ce qui est amusant, c'est que ce bâtiment est aujourd'hui le bâtiment dans lequel il y a la CNIL.
Et donc, on a des racines et des évolutions sociales qui sont extrêmement profondes. Donc, le RGPD, ben, c'est aussi quelque chose sur lequel il faut compter. Et aussi quelque chose qui peut être aussi contesté. C'est-à-dire qu'on l'a vu de manière plus... sur des outils et des choses plus récentes, comme par exemple les obligations pour les entreprises européennes qui veulent travailler avec l'administration américaine, de ne pas avoir de politique de diversité. Donc ça, c'est un petit peu le contexte dans lequel on est. Donc évidemment, tout n'a pas forcément une application directe dans les entreprises, mais il y a des choses qui sont très importantes. C'est la confrontation entre l'IA et le RGPD. C'est-à-dire qu'on a une innovation à côté de laquelle on ne pourra pas passer, mais qui doit aussi ne pas amener à remettre en cause les fondamentaux de nos sociétés. Donc ça, c'est un petit peu le cadre dans lequel les DPO travaillent et fonctionnent actuellement, en sachant qu'on a aussi d'autres éléments qui sont pas négligeables. C'est qu'on est passé d'un droit national, avec la loi de 78, appliquée en France, à un droit européen, qui connaissait il y a 5 ans la Cour de justice de l'Union européenne. À part les docteurs en droit, oui, mais parce que vous êtes juriste. Alors, vous êtes très européenne et toi, tu es très juriste. Et toi, Oriane? Bah, d'ailleurs, on se vous voit. Non, on se voit pas, c'est comme tu veux. Bon, on peut se tutoyer si ça va, la régulatrice. D'accord. Donc, la première chose, c'est qu'on découvre un droit européen d'application immédiate avec une décision qui est parfois au Conseil d'État, parfois à la Cour de justice de l'Union européenne. Donc c'est une chose qui change un petit peu la manière d'appréhender les choses. Et puis, on a aussi des inquiétudes très pragmatiques sur est-ce qu'on va pouvoir continuer à utiliser des outils qui sont aux États-Unis. Alors je citerai le directeur général de BPI France, qui dit qu'il n'a pas trouvé en Europe d'entreprise qui ait la même capacité d'investissement et de développement technologique que Google, Amazon et Microsoft. Pourquoi? Parce que c'est des entreprises qui investissent, d'après ce qu'il dit, 10 milliards de dollars, donc à peu près 10 milliards d'euros, par trimestre pour assurer la qualité et le développement de leurs services. Donc ça, c'est des enjeux qui sont extrêmement forts. Et le conseil que l'on donne à nos adhérents, c'est revenez sur les fondamentaux, vos collaborateurs, vos clients et vos métiers. Et puis appliquer la réglementation sous cet éclairage. Merci Paul-Olivier. Donc Reina, je vois que tu n'es pas sur le panel, mais on a le plaisir de t'avoir. Paul-Olivier vient de nous dresser effectivement un tableau de la réglementation en revenant effectivement à des origines en même temps historiques, ce qui est toujours très intéressant de se revenir sur l'histoire, d'autant plus dans ce contexte actuel. Il y a aussi un mot-clé qu'a dit Paul-Olivier, qui est le mot controverse. Est-ce qu'à ton sens, entre IA, protection des données, enfin cette thématique d'actualité, en plus avec ce qui se passe, l'actualité et aussi l'actualité devant le tribunal européen, je pense qu'on aura aucun temps d'en parler tout à l'heure, Coriana. Est-ce que, quel est ton point de vue un petit peu controverse, pas controverse? Alors, je vais faire 2 choses. Je vais commencer par me présenter puisque, pour une raison qui m'échappe, je ne suis pas marquée sur la présentation. Et après, sur la partie contenu, de réponse à ta question, je vais enchaîner en anglais pour éviter en fait que notre invité se retrouve à être seul à parler anglais. Donc, je m'appelle Reina Stamboliska et je suis franco-bulgare. Donc, j'ai pas compris le rapport avec la Roumanie, mais c'est des voisins qu'on adore, mais... Ouais, les fake news, ça pullule, je suis d'accord. Et donc, j'ai une activité, donc je suis fondatrice et CEO de ma propre société qui fait des activités particulières au sens où on se positionne au carrefour de la protection de ce qui crée de la valeur et de la promotion, en fait, de l'excellence des PME et des sociétés innovantes européennes au niveau européen, donc auprès des co-législateurs et des décideurs européens. On appelle ça du lobbying, pour le dire en un mot. Mais moi, ça me va si c'est pour promouvoir nos intérêts à nous pour une société numérique qui fait émerger des champions européens. Et donc là, pour répondre à ta question, je vais switcher en anglais. So,
Donc, il y a des défis d'ordre différent devant nous. L'un de ces défis, c'est que notre société est en pleine transformation. On a des innovations numériques de façon permanente. Donc, nos droits et nos libertés fondamentaux doivent évoluer aussi. Et la protection de ces droits et libertés doit évoluer parce que le RGPD, à base, ce sont des règles qui sont censées protéger nos droits fondamentaux. Donc, est-ce que vous dites qu'il y a un conflit controverse ou l'IA, que ce soit LLM, que ce soit génératif, il y a cet élément disrupteur. De façon, un modèle très prédateur. On nous demande, et ce n'est pas tout le temps qu'on nous demande, mais si on nous demande, c'est de juste débarrasser le plancher, de renoncer à nos droits de confidentialité, de renoncer à la protection de nos données, de les donner à une entreprise privée qui a sa propre idéologie et qui vont profiter de nos données, de nos vies. Donc, pour ceux qui me connaissent, là, je me comporte sagement, mais on a besoin de deux choses pour le public plus largement de comprendre quels sont ces cadres. Et qui d'entre vous connaît l'acte IA, le AI Act, l'acte IA? OK. Dans les institutions, vous trichez. Et qui comprend la controverse entre la RGPD et une approche horizontale et le produit, la réglementation produit, le AI Act, qui comprend l'impact de cette tension entre ces deux pièces de législation? Voilà. OK. Bon, on a quoi? 2 et demi qui croient comprendre ces tensions. On va parler après, en intime, si vous voulez. Voilà, c'est ce que je voulais signaler, c'est que nous allons être obligés de revoir certaines choses, nos droits fondamentaux qui nous sont chers. Il faut qu'on se reconcentre. Parce qu'on a devant nous une vague déferlante de produits que, pour une raison ou une autre, des entreprises privées ont décidé que s'il n'y a pas l'IA, ça ne vaut rien de nos jours. Il faut l'IA générative partout. Par exemple, je ne sais pas, votre frigo va vous parler grâce à ChatGPT pour vous dire « Ah, il manque du lait ». Bon, c'est un exemple comme un autre. Mais ce côté gadget, la gadgetisation de la vie, la gadgetisation de notre vie privée est quelque chose qu'il faut prendre très au sérieux. Et ça arrive à un moment où notre meilleur ami ennemi, les États-Unis, est en pleine transformation, en pleine mue. Je ne sais pas ce qui se passe, mais une très bonne raison pour discuter des États-Unis, c'est pas uniquement qu'on est trop dépendant sur les États-Unis, ce qui est le cas. On est très dépendant sur les clouds et autres services américains, mais ce qui arrive aussi, et ce n'est pas très clair pour le public au large, le PICOP. C'est le comité pour la surveillance de la vie privée aux États-Unis. C'est un garde-fou et ça surveille les cadres réglementaires pour le privacy des données, le Data Privacy Framework. Et donc, il y a 2 mois, comme Trump est revenu au pouvoir, il a viré 3 des 5 membres qui siégeaient sur ce comité très important parce qu'ils sont démocrates. Donc, ça laisse ce comité très important, mais qui est maintenant inopérable. Ça n'a pas la capacité d'agir parce que le comité n'est pas au complet. Et c'était un garde-fou très important sur le Data Privacy Framework. Maintenant, tout ça est en suspens. Mais aussi, avec ce comité, il y avait un moyen de recours, parce que et je laisse aux avocates le plaisir d'expliquer exactement ce que je veux dire. Mais ce droit de recours, c'est que maintenant, si nous voulons faire respecter nos droits de la vie privée, parce que sur le RGPD, on a le droit d'exiger, on ne peut pas vraiment le faire avec nos partenaires aux États-Unis.
parce que l'organisme qui gère la data privacy n'est pas fonctionnel. Je ne vais pas répéter ce que Paul Olivier a dit, mais il a bien exprimé le besoin d'avoir des décisions, des solutions européennes à ces problèmes. Il suffit de sortir, de regarder un peu la communauté tech, des spécialistes dans tous les secteurs, tout ce qui se passe en Europe. Enfin, la communauté est là. Donc là, on est plus en dimension politique. Le marché n'est pas le problème. Les solutions existent, mais on a besoin d'une volonté politique et stratégique d'adopter, de prioriser ces solutions européennes. Donc, la question vraiment qu'on a devant nous, c'est est-ce que nous allons continuer à être les vaisseaux d'un pouvoir? J'invente rien, c'est les paroles de J.D. Vance. Est-ce que nous voulons être des vassaux des personnes qui ont des opinions très différentes des nôtres, ou est-ce que nous allons nous réunir au niveau européen et nous débrouiller seuls? Pour moi, c'est tous ensemble plutôt. Pour moi, c'est au cœur de cette conversation sur l'RGPD, l'IA, tous ces cadres réglementaires, mais au cœur de tout ça, il y a ce besoin de souveraineté. Et je pense qu'on va parler plus technique après. Voilà, pour poser le contexte. Merci d'avoir, avant de donner la parole à Oriana, d'avoir rappelé l'éclairage avec ce qui s'est passé aux États-Unis. Je pense que c'est très important d'un point de vue, parce que comme vous le savez tous, depuis 2004, suite aux révélations Snowden, il y a eu un organe indépendant qui a été effectivement de protecteur des droits civils avec des représentants de la Chambre des représentants qui ont été nommés pour garder justement, et ce texte, c'est un des piliers, cette commission indépendante est un des piliers justement du Data Privacy Framework. Je crois de mémoire, qui citait plus de 30 fois vraiment ce comité qui est, voilà. Et comme tu l'as dit, effectivement, le président Trump a effectivement on va dire poussé, il n'y a pas d'autre mot, à la démission, voilà, pour être dans le politique, certains membres de cette commission. Donc, ça pose un équilibre. En parallèle, si on suit l'actualité, il y a eu une audience devant le tribunal, effectivement, d'un député français, M. Philippe Latombe, qui agit en tant que citoyen. Donc, on voit, on est au cœur, le droit est au cœur de l'actualité, Oriana. Donc, peut-être quelques mots, voilà, pour compléter les propos. Merci beaucoup de me passer la parole et merci beaucoup pour vos interventions. Je peux être d'accord avec chaque mot prononcé, donc déjà c'est chouette, je suis désolée, on ne va pas clasher tout de suite. Pour rebondir, ça fait appel aussi à ma fibre d'élu, là, quand je vous entends, parce que j'ai la chance d'être également élu en territoire. Je voudrais revenir sur ce qui a été dit sur plusieurs points. Alors déjà, je pense qu'on peut arrêter de parler au futur, sur l'innovation et les évolutions dans les organisations, notamment avec l'intégration de l'intelligence artificielle. Et je pense aussi qu'on peut quitter cette idée qu'il y a un avant-après. Parce qu'on avait pensé qu'il y aurait un avant-après Covid. En fait, il n'y a pas d'avant-après, parce qu'on vit au quotidien avec, on l'intègre au quotidien. Donc en fait, il n'y a pas de demain, il n'y a pas un clash comme ça, avant-après, le soleil se couche, là, et c'est reparti. Pas du tout. Il y a vraiment un quotidien, et on le voit, les organisations absorbent ces évolutions et ces innovations. Donc, j'aurais tendance à croire qu'il n'y a vraiment pas cet avant-après et qu'il ne faut pas être dans cette idée-là psychologiquement, parce qu'il n'y en aura pas, c'est du quotidien. Et du coup, ça m'amène à un autre point, qui était du coup ce point de la résilience sur lequel je te remercie, Paul-Olivier, tu as insisté. Évidemment, la résilience, mais du coup, évidemment, l'agilité. Mais c'est pas une agilité gestion de projet, je vous parle pas de la méthode, on s'en fout. Je parle de comment on pense le dispositif dans nos organisations pour absorber ces changements de société peut-être, mais en tout cas ces innovations. Et du coup, qu'est-ce qui fait que dans mon organisation, je vais être OK quand je marche, quand j'avance au quotidien avec ces évolutions pour ne pas en subir tous les affres dans mon organisation. Pour vous prendre des exemples, j'irais peut-être un peu plus concrets, chantier des vaches, c'est que finalement, quand on voit ces évolutions, elles vont toutes dans le même sens. Là, on parle du Data Privacy Framework, de l'accord, de l'IA, de techno. En réalité, quand on regarde et si on essaye de schématiser, on a l'innovation,
Ça, c'est cool, ça fait rêver, on se projette. Et on a le juridique. Et la plupart du temps, ce qu'on nous répond, c'est lourd, c'est contraignant. Et on a cette fâcheuse tendance à voir ça comme un millefeuille. Et moi, j'ai pas envie de voir ça comme un millefeuille. J'ai envie de voir ça comme des ingrédients qu'on rajoute à un plat déjà assez copieux, faut se le dire. Et donc, en réalité, quand on voit ça comme des rajouts, et pas comme un millefeuille qui va superposer, bah, on se rend bien compte qu'il y a plein de zones sur lesquelles on a déjà des réponses et on n'est pas obligé de réinventer les choses. Donc ça, je voudrais vraiment passer ce message parce que je suis assez fâchée et un peu fatiguée d'entendre le millefeuille juridique. Oui, ça nous regarde. Les avocats ont subi les normes qui s'ajoutent, qui s'empilent. Mais au niveau des organisations, notre travail et les organisations doivent voir ça comme, en fait, qu'est-ce que je fais déjà, qui me rajoute parce qu'ils leur disent de manière différente sur un périmètre qu'on n'a peut-être pas couvert, mais que finalement, on fait déjà par ailleurs. Donc là-dessus, je voudrais vraiment rappeler que c'est le sens du vent, donc il faut arrêter de lutter. On regarde ce qu'on fait déjà bien et on va le dupliquer. Je peux donner un exemple sur Nice 2, pour parler un peu cyber, parce que c'était pas dans le thème. Sur Nice 2, sur les alertes, les dispositifs d'alerte, la remontée, on fait déjà ça avec RGPD, on a déjà des durées qui sont relativement courtes. Finalement, on va réussir, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. C'est l'évolution d'un dispositif, on ne repart pas de zéro, et il ne faut pas repartir de zéro à mon sens. Et puis, enfin, je suis un peu frustrée parce qu'on n'a pas évoqué le Conseil de l'Europe et la Cour européenne des droits de l'homme. Juste, c'est pour rajouter dans la protection de vos libertés fondamentales, il y a aussi, au-delà de l'Union européenne, le Conseil de l'Europe qui vous protège aussi. Donc, je trouve ça important de bien voir que là, toutes les institutions vont aller sur cette protection du droit fondamental, qui est la protection des données, la sécurité de vos données à caractère personnel. Et donc, je trouve ça intéressant quand même d'avoir cette vue jusqu'à ce niveau-là. Alors après, il y a des interprétations, il n'y a pas les mêmes niveaux, etc. Et puis, c'est pas aussi harmonisé que ce qu'on a au niveau de l'Union européenne. Mais je trouve ça intéressant de garder ça en tête, je le dis aux étudiants, parce que parfois, on oublie qu'il y a le Conseil de l'Europe. Donc, et enfin, sur nos amis américains, et je voudrais quand même avoir une pensée pour les Américains. Je voudrais avoir une pensée pour ces gens qui ont été poussés à la démission, donc en fait qu'on a viré, qu'on n'a pas vraiment... Quand on est poussé à la démission, c'est qu'on est viré en fait. Et je voudrais avoir une pensée pour eux, parce que mon frère est en plus universitaire aux États-Unis, en chaire cyber. C'est vraiment difficile, c'est moche. Et du coup, la question de l'indépendance des outils, pour moi, elle se pose aussi d'un point de vue, au-delà des nationalités, de ce chifoumi juridique, des droits extraterritoriaux, elle se pose aussi en tant que chef d'entreprise. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je dois vraiment protéger et de qui? Et donc, je me pose aussi la question, finalement, c'est quoi ce qui est essentiel pour moi, pour la pérennité de ma boîte? Et est-ce que j'ai donné, dans le cadre d'une dépendance technologique forte, voire dans laquelle aujourd'hui, si je veux m'extraire, j'ai 2 ans, 3 ans de projets qui vont me coûter une blinde, qui vont être durs, qui vont faire du change, est-ce que je suis OK avec ça? Et du coup, quand j'adopte une nouvelle solution, est-ce que cette solution, elle m'enferme? Est-ce que cette solution, elle me fait me marier avec un divorce impossible? Ou est-ce que cette solution, elle me libère? Elle me permet cette agilité dont je vous parlais tout à l'heure? Et ces questions-là, je pense qu'il faut se les poser à l'aune de nos réels besoins. Et alors, c'est vrai qu'on a, et ici encore plus, plein d'innovations, de techno, de gens qui font plein de choses, qui sont spécialistes de tout, qui le font sans doute très bien. Mais est-ce que moi, j'en ai vraiment besoin à l'aune de mon organisation? Et ça, c'est une question qu'on a du mal à se poser. Parce qu'on arrive avec des commerciaux qui font ça aussi très très bien, qui nous vendent beaucoup de choses. Mais de quoi j'ai besoin? Qu'est-ce que j'ai? C'est quoi mon objectif à moi? Et je trouve que ce sont des questions vraiment plancher des vaches, qu'on a du mal à se poser et qui pour moi sont vraiment essentielles dans la souscription, y compris des outils numériques de notre quotidien. Voilà. Merci. Merci pour cette prise de parole. So, Yana just told us about business oriented. Oriana parle de la perspective d'entreprise. Pour côté réglementation, côté législateur, je ne demande pas votre avis personnel, mais est-ce que je peux avoir votre ressenti?
Oui, merci. Si je peux, j'aimerais rebondir rapidement sur les États-Unis. Il faut faire une distinction entre deux choses il ne faut pas confondre. L'une, c'est le cadre qu'on a créé avec les États-Unis et la résilience de ce cadre réglementaire qui ne dépend pas des changements politiques, des changements de météo politique. Et aussi l'idée que ces commissaires qui ont été virés par M. Trump le 18 mars, vous l'avez mentionné, et qui veulent porter plainte d'ailleurs contre le président pour ce licenciement illégal. Mais ça, c'est une question. Hein. Enfin, on va mettre ça d'un côté. De l'autre côté, on a cette guerre des tarifs qui est lancée. Guerre commerciale qui est maintenant au cœur de l'actualité, surtout ce matin. Et c'est une question qui est très anxiogène pour les Européens. Moi, j'ai toujours été contre avoir les droits fondamentaux comme jetons de négociation dans des négociations commerciales. Et je suis contre l'idée que les droits fondamentaux deviennent impliqués dans une guerre commerciale. La protection de données, les droits fondamentaux ne sont pas discutables, ne devraient pas être mêlés à ces discussions de tarifs, de problèmes commerciaux. Séparons ces deux choses. Laissons la protection de données en dehors de ça. Ne cherchons pas à l'utiliser comme une arme, parce que sinon, ça donne l'impression qu'on considère les données uniquement comme une commodité. Et je ne suis pas en faveur de ça. Pour revenir sur votre question sur la tension entre innovation et réglementation, la protection des données, je dirais, ce n'est pas nouveau. C'est quelque chose qu'on entend depuis toujours, depuis qu'on a des réglementations pour protéger la vie privée en Europe. Et nous luttons toujours avec la même approche, pour démontrer qu'il y a des limitations. Avec le blockchain, l'intelligence artificielle, l'IA générative, l'RGPD est neutre envers ces technologies. Ne se prononce pas, il n'y a pas d'avis tranché. Mais je dois avouer qu'il y a certaines innovations, certains outils qui pourraient compromettre certains principes fondamentaux des RGPD et des droits sur la vie privée en Europe. Et nous l'avons senti maintes fois dans le passé que le principe de limitation d'objectifs est un crime contre l'humanité. Parce que ces données sont essentielles pour des raisons qui ne sont jamais claires. Je ne suis pas d'accord. Mais je dois avouer que c'est de plus en plus courant d'entendre ce genre de propos. Une autre question, ça pourrait être un défi. Problème, non, j'aime pas le mot problème. Disons un défi. Mais je pense qu'un défi pour la RGPD, c'est l'IA agentif. L'intelligence artificielle agentive est contraire à l'approche centrale de l'RGPD, l'approche du processeur. Avec un IA agentif, c'est difficile de retracer le processeur. Les technologies quantiques ne me posent pas beaucoup de problèmes, donc ça, je pense que je ne suis pas sûr, ça se pourrait. Mais je dois dire que ces discussions ne sont pas nouvelles. On a eu des discussions sur l'agentivité dans les années 80 avec les interchanges de données électroniques. Ce n'était pas l'IA dans le sens actuel, c'était basé sur des règles plus simples, mais ce sont des agents. Et au niveau théorique, c'était assez similaire. On a un grand débat en France, une grande discussion juridique en Allemagne aussi, et on revit un peu ça. Paul Olivier, la vision peut-être en France des DPO, ce que tu entends par rapport justement au Data Privacy Framework, visiblement à la solution, au questionnement qu'on a actuellement dans l'évolution, sachant que les executive orders
pleuve, on va dire. Et c'est vrai que la présidence américaine n'a pas caché qu'ils allaient revenir sur les executive orders prises par le président Biden dans un délai qui reste très court parce que les délais annoncés, c'était de 45 jours et la date butoir approche. Donc, pour évoquer certains executive orders. Donc, toi qui fréquentes des DPO tous les jours, tout le temps, dans quel état d'esprit ils sont par rapport à ce Data Privacy Framework, par rapport aussi à tous ces enjeux, sachant que les libertés fondamentales sont au cœur de notre culture, de notre système. Alors, je pense qu'on a une problématique qui est, comme je l'ai dit, de manière globale, très complexe. Ensuite, il y a un élément qui est important. De ce que j'ai compris, bien que je ne le connaisse pas personnellement, certains ici le connaissent peut-être personnellement, mais ce que j'ai compris de la stratégie de négociation de Donald Trump, c'est je t'envoie une paire de claques, tu tombes et on discute après. Là, pour l'instant, on est dans la période d'attribution des paires de claques. Et quand on regarde un certain nombre de cas, il y a déjà eu des choses sur le Canada, sur le Mexique, où effectivement il y a un écart assez fort entre la position initiale et la position finale. L'autre problème que l'on a, c'est que Trump 2, il n'a pas un trimestre, il a à peine un trimestre. Donc c'est un petit peu difficile de le juger. Donc je pense qu'il faut être très très vigilant parce que il y a quand même des points de discours, des points de discours qu'on ne peut pas négliger. Il y a des mots, il y a des actes. Mais il y a aussi quelqu'un qui semble avoir une capacité de survie et d'accepter certains éléments de réalité. Donc on n'est pas nécessairement totalement battu, on ne va pas se retrouver totalement dans un monde trumpien. Et n'oublions pas que c'est quelqu'un qui vient de la télévision, du spectacle. Donc c'est une dimension qui est très prégnante dans son activité. Alors sur le DPF, oui, effectivement, là, il y a un problème qui est potentiellement majeur. Sur les transferts transatlantiques, on sait depuis très longtemps que c'est un sujet qui est sensible et qui est un point de fragilité. Alors on a la tombe, et avant on a eu notre ami autrichien, que vous connaissez tous. Donc bien sûr, oui, c'est lui, qui ont fait tomber ce genre de choses. Le fait est aussi, et que là, ça c'est quand même quelque chose sur lequel il faut qu'on réfléchisse en tant qu'Européens. On a eu une révolution technologique, ce n'est pas la première dans l'histoire de l'humanité, mais qui là s'est traduit par la création de plusieurs monopoles privés, et des monopoles privés américains. Ce qui fait qu'actuellement, on a une asymétrie entre nos capacités technologiques et les capacités technologiques américaines. On a fait des plans de calcul, on avait des organismes de recherche dont la finalité était de permettre la transition de la science en matière de traitement de données vers l'activité économique et qui ont préféré se retourner vers la recherche de haut niveau. Donc c'est le genre de choses sur lesquelles il faut effectivement se poser des questions en tant qu'Européens, et on ne pourra pas survivre dans le monde d'après Trump comme on a vécu dans le monde d'avant, ça c'est sûr. Alors pour les DPO, effectivement c'est une période qui n'est pas simple, comme pour tout le monde, mais qui quelque part... premièrement, leur mission, c'est de veiller à l'application d'un texte. Texte qui est écrit autour de principes et avec des marges d'interprétation, d'appréciation pour la mise en œuvre de ces principes. Et donc, de ce point de vue-là, c'est quelque chose qui peut être très utile et très important dans la situation actuelle. Et le DPO, qui n'a pratiquement pas d'équivalent dans d'autres réglementations, peut permettre une adoption ou une adaptation du respect du cadre de protection des données personnelles et donc des libertés fondamentales, qui soit adapté au secteur d'activité de l'organisation. Et donc, potentiellement, de s'adapter face aux mouvements liés à l'apparition de l'IA, et en sachant qu'on peut espérer que l'on ne reconstruise pas les monopoles privés américains que l'on a connus sur le début du XXIe siècle. Et une des choses qui est intéressante, c'est les travaux pour développer des capacités de calcul en Europe,
qui sont des enjeux qui sont loin d'être négligeables, mais sur lesquels il faut aussi réfléchir, hein, parce que si la France est bien placée, c'est parce qu'on a investi dans les années 70 sur l'énergie nucléaire, et qu'entre-temps, on s'est débrouillé pour perdre le savoir-faire. Donc c'est des sujets sur lesquels je pense qu'il faut réfléchir de manière pas plus que réfléchir et commencer à agir avec un principe qui est très simple. Ce qui est important, c'est d'agir sur ce que l'on peut faire à portée de main. Et ensuite, ça aura peut-être des effets. J'ai répondu à ta question. On verra, ça sera avec la salle. Voilà. On pense la salle. Ouais. Est-ce qu'on vous a été doté de tomates? Non. Pas encore. Mais peut-être j'en vois quelques-uns qui se réveillent. Qui va avoir un avis sur l'innovation, je suppose, puisqu'on avait dans le titre de notre table ronde fingerprinting et AI, et bien entendu, et indépendamment des libertés fondamentales, il y a aussi ces évolutions des technologies. Tu as dit, effectivement, les investissements sont stratégiques. Peut-être quelques mots, le temps passant vite, et qu'Oriana puisse aussi compléter. I would like to extend on what's being said until now. Oui, j'aimerais rebondir sur ce qui a été dit jusque-là. Toute cette discussion sur l'innovation, ça déclenche quelque chose de mauvais en moi pour des raisons diverses. Premièrement, c'est que nous entendons beaucoup de discours sur l'innovation de rupture, beaucoup de blabla en fait, parce que moi je suis enseignant à Sciences Po, la première année de master, et ça s'appelle littéralement technologie de rupture, innovation de rupture, et le rôle de la technologie. Et Et ce que des gens beaucoup plus intelligents que moi disent depuis des années, des décennies même, c'est que pour qu'une innovation soit vraiment de rupture, il faut qu'il y ait une technologie qui le permet d'être... Mais ce qui est dévié, la rupture, le point de rupture, ce n'est pas la technologie, c'est les interactions sociétales entre les personnes. Et c'est intéressant d'avoir que tu as parlé de l'IA agentif, parce que ça va être un changement de rupture, ça va changer fondamentalement beaucoup de choses, et surtout dans la conformité avec l'RGPD, mais c'est aussi représenter une rupture pour notre compréhension des chaînes de valeur. Parce que l'IA agentif propose le software, service as software. Tout le monde connaît software as a service. Avec l'IA agentif, c'est service as software. C'est l'inverse. Les services comme logiciels. Et ça a des conséquences profondes pour nos chaînes de valeur et pour nous. La façon qu'on perçoit, la façon qu'on participe dans nos sociétés, nos économies, ça va changer fondamentalement parce que nous cédons un pouvoir, l'agentivité, à des outils IA. Donc ça commence par fondant un glacier. Parce que, avec toute l'énergie qu'on brûle pour que ChatGPT fonctionne. Voilà qu'on commence et finissant avec, je sais pas, pourquoi pas avoir tout le soutien psychiatrique, psychologique que vous pouvez avoir, ça va être juste ChatGPT. Ça, c'est un changement fondamental. C'est vraiment un point de rupture, ça. La technologie existe. Mais les utilisations de ces technologies et ce que ça représente pour nous fondamentalement, c'est là la rupture. Et pour moi, c'est là où cette discussion terrifiante sur la réglementation, ça enfreint l'innovation. On dit ça spécifiquement. C'est les monopoles américains qui aiment le chanter à tout bout de champ. La réglementation est contraire à l'innovation. C'est très agaçant, ça, parce que si vous allez faire votre argent en volant les autres, pour que votre produit fonctionne, c'est du vol simplement. La rupture, là, c'est pas la rupture technologique, c'est la rupture sur la création, la conception de la valeur dans une société où nous souhaitons, n'est-ce pas, que tout le monde puisse vivre. Et nous voudrions avoir une diversité de solutions, parce que ces solutions toutes faites par des géants américains, ça ne marche pas pour tout le monde. Parce que nous ne sommes pas des clones, nous ne sommes pas uniques. Donc, nous nous trouvons dans cette situation, et j'ai plein d'anecdotes que je pourrais partager avec vous, où les droits, les réglementations ont permis aux entreprises
de gagner beaucoup d'argent et de proliférer parce qu'ils ont été suffisamment agiles et intelligents de comprendre ce qui arrive, ce qui se passe et de se dire, oui, il y aura des 15 000 entités en France qui vont devoir être en conformité avec NIS2, NIS2. C'est pas juste cocher des cases dans un classeur Excel, c'est protéger les services qui sont essentiels. Notre prospérité à nous tous. Donc, une bonne innovation serait d'avoir des produits, des logiciels qui intègrent ces besoins, ces demandes. Comme on a des technologies pour protéger notre vie privée, c'est des choses qui n'existaient pas il y a 10 ans, il y a 12 ans, qui ont été développées grâce à l'RGPD. Donc, il y a toujours des conséquences un peu moins bien comprises de la réglementation. Si vous voulez vraiment réagir et absorber l'importance de la réglementation, il faut comprendre le fondement de temps, c'est pour nous protéger maintenant et pour le futur. Sinon, l'autre option, c'est de continuer à se plaindre de l'Union européenne, trop de bureaucratie, et puis on fait comme ça, OK, on laisse sans réglementation, c'est la loi des plus forts. Donc j'aime bien ce que tu as dit, ce côté quotidien, le travail quotidien. Il y a deux façons différentes d'aborder ce problème. Une façon qui n'est vraiment pas idéale, c'est on va courir et espérer attraper le train qui est déjà en marche et demander aux avocats de vous aider à comprendre un peu. Et les avocats, ils sont capables de faire ça un peu. Mais il y a une autre façon de faire qui, pour moi, est préférable. C'est ce que je cherche à faire avec mes clients. C'est d'essayer de traduire nos réalités opérationnelles et de les expliquer aux législateurs. Parce qu'on ne peut pas s'attendre à ce que les élus qui sont, ou même des fonctionnaires de haut niveau, ils ne sont pas tous des spécialistes dans tous les contextes opérationnels qui existent, dans les entreprises, dans les secteurs, dans les pays différents. Enfin, donc, c'est à nous d'apporter cette expertise, ces connaissances. Si on ne le fait pas, ils ont peut-être une compréhension en théorie de ce qui pourrait être utile. Pour eux, sur le papier, ça a l'air solide. Et puis, nous, les experts, on regarde. Et puis, enfin, nous, voilà, écoute, j'ai des cheveux blancs et Oriana aussi. C'est en partie dû au travail que nous faisons, je crois. Mais c'est où qu'on se décide qu'on va juste attendre de voir ce qui se passe et espérer que tout va bien se passer. Ou nous pouvons reprendre l'agentivité et on peut devenir acteur, on peut modeler et on peut définir et participer à la définition du futur que nous voulons voir. Et je cède le micro à vous, Oriana. Le rôle d'un conseil auprès de nos clients, on est quand même au day-to-day, on travaille en équipe. Je crois que voilà. En fait, ça m'appelle une remarque et c'est aussi faire remonter l'expérience au plus haut, partager cette expérience parce que finalement, on travaille, et je le vois aussi dans les organisations, un peu trop en silo. Et ce silo, on le retrouve ailleurs dans la société. Moi, j'aimerais bien casser les silos. Je vais mettre un coup de pied comme ça. J'aimerais bien casser les silos aussi entre sûreté et cyber. Enfin, voilà. Sécurité, sûreté, cyber, voilà. En fait, ça m'appelle une remarque et aussi le partage, retour d'expérience avec les universitaires. Que moi, j'aimerais voir plus renforcer encore aujourd'hui. Parce que cette doctrine, la formation des plus jeunes, l'évolution normative, elle se fait aussi dans nos universités, dans nos écoles. Et j'aimerais beaucoup qu'il y ait plus encore d'échanges entre... et ça, c'est vraiment ce partage d'expérience. Moi, je reviens à ma marotte qui est vraiment de savoir quelle société on a envie d'avoir demain. Aujourd'hui, c'est les États-Unis, mais tout ça, c'est pas vraiment immuable. Je veux dire, les élus, on est tous, chacun d'entre nous, là pour un temps. Quels dégâts on fait ou quelles bonnes choses on amène le temps de notre parcours, je ne sais pas. Mais en réalité, il n'y a pas d'immuabilité. Donc, essayons de ne pas non plus voir tout ça comme quelque chose d'immuable. Demain, on n'en sait rien. Et ça m'amène une remarque pour moi, c'est de se dire...
Finalement, est-ce que l'Europe a envie d'être les États-Unis ou un autre continent, quel qu'il soit, pays? Est-ce qu'on a envie de ça? Est-ce qu'il faut se définir par rapport à ce que l'autre nous donne à voir dans le miroir? Je sais pas, je crois pas. Et moi, j'appelle vraiment, et j'en termine là-dessus, moi, j'aimerais bien juste un peu de courage. Et je vais aussi parler de courage de filière, parce qu'aujourd'hui, on a aussi des structures qui partent, parce que personne n'investit. On a aussi des structures qui partent parce que lorsqu'elles sont à la vente, la filière a du mal à se mobiliser. Et c'est une question pour moi qui est essentielle. Donc après, on peut râler dans notre coin en disant « Pouh, c'est pas juste l'innovation, c'est pas chez nous ». Bah ouais, mais on a aussi tous notre responsabilité en tant que chef d'entreprise, porteur de projet, institution, sur ça. Et je pense que la situation aujourd'hui nous fait nous questionner sur ce que l'on veut, sur notre stratégie. Et je te rejoins, Pierre-Olivier, on doit arrêter de se questionner, il va falloir faire. Et même si on se trompe, bah, c'est pas grave, on fera comme les copains, on va apprendre en marchant et on corrigera parce qu'on est des gens intelligents. Voilà, c'est ça ma phrase de fin. J'apporterai juste un complément. On va apprendre en marchant, mais aussi en tombant. Et surtout en se relevant. On apprend tout le temps en tombant. C'est l'exemple de même. Et le fait de tomber, c'est-à-dire avoir des échecs, nous permet d'être plus forts et d'apprendre des leçons. Donc voilà. Donc peut-être, maybe time goes past, maybe. Bon, le temps file, donc Wojciech, peut-être que vous voulez nous partager quelques mots en guise de conclusion en regardant vers l'avenir ou juste votre ressenti sur tout ce qui a été dit, ce qui a été dit. Alors, parler de l'avenir, c'est toujours compliqué. Je suis aussi professeur à l'université de Gdansk et en tant qu'universitaire, j'aime bien spéculer sur le futur, mais le travail que j'ai fait pour les institutions européennes m'a appris qu'il faut toujours prendre en considération la réalité sur le terrain. Quand j'ai commencé à travailler en tant que superviseur de la protection des données en 2019, en début 2020 en fait, quand j'ai commencé à travailler pour l'Union européenne, on était en train de préparer une stratégie pour les 5 années à venir. On était prêt à présenter cette stratégie sur 5 ans. Et puis, Covid, confinement. Et finalement, on s'est rendu compte que dans notre stratégie pour l'avenir, il n'y avait pas une seule ligne sur la possibilité d'un confinement. Ensuite, il y a l'éclatement de la guerre en Ukraine, l'invasion russe en Ukraine. Et encore une fois, le monde a changé. Il faut réagir en permanence. Il faut réagir au monde, aux événements mais il faut rester prudent et il faut aussi être fier. On doit avoir la fierté que l'Union européenne, le projet européen, a ses valeurs fortes. Et ces valeurs fortes nous aident à tenir dans ce monde en transformation. Je vous encourage tous ici dans la pièce et tous ici au FIC et aussi tous vous, panélistes. Soutenez l'Union européenne, soutenez le législateur européen. Fournissez-leur votre expertise, partagez vos connaissances, votre savoir-faire, parce que sans une compréhension claire de ce qui se passe sur le terrain, il y aura toujours cette disparité entre les solutions réglementation théoriques et la réalité du monde. Je crois que la RGPD n'est pas exemplaire de ça. Je crois que la RGPD, ça laisse une marge de manœuvre, une marge d'interprétation et une marge pour adapter à la situation actuelle en appliquant les valeurs fondamentales de l'Union européenne. Merci à toutes et à tous pour ces interventions. Nous avons encore quelques minutes pour prendre vos questions. Donc, on va dire, la parole est à vous. N'hésitez pas, que ce soit en français ou en anglais. Nous sommes effectivement là pour échanger avec vous. Je crois qu'il y a un micro qui pourrait circuler. Sinon, je vais faire circuler. Je vais donner un micro, effectivement, s'il y a des questions. Chercher les personnes. Ouais.
Bonjour. Du coup, moi j'ai une question sur le RGPD, parce que vous avez dit qu'il n'y avait pas d'avant et qu'il n'y aurait pas d'après. Pour moi, il y a quand même une génération d'utilisateurs qui actuellement naviguent sur Internet. Quand ils naviguent sur Internet, ils ont une barre de cookies, ils ont un droit d'acceptation, ils voient ce qui se passe. Pour moi, dans l'après, sans être orwellien, avec l'IA, bientôt, on n'aura plus besoin de naviguer sur Internet et nous, les générations futures ne navigueront plus sur Internet. Ils auront juste à prendre une photo de leur mur et dire « je veux la bonne pointe, je veux le bon clou et le bon marteau et je le veux pour demain » et l'IA va le faire automatiquement. Demain, ils vont prendre une photo de leurs pieds, ils vont dire « trouve-moi le bon médecin ». Et donc, du coup, il n'y aura plus cette éducation au droit puisque tout sera automatisé. Et même si on arrive à faire des softwares qui respectent on va dire, le RGPD, bah, le Chromebook ou le smartphone américain aura une IA qui va tout générer de lui-même et qui va ne pas forcément respecter nos obligations. Donc comment on fait avec les innovations futures pour que même nos softwares qu'on essaye de mettre en place, qu'on va essayer de mettre en place pour s'assurer de notre vie personnelle? Alors, je ne sais pas comment on fera dans le futur. Pourquoi je disais qu'il n'y avait pas d'avant-après? Parce que toutes les technologies, elles évoluent en même temps que notre quotidien et on les intègre au quotidien. L'exemple que vous donnez est très vrai et en effet, on pourra sans doute devenir complètement... Enfin, l'IA pourra être notre clone qui permettra de nous soulager d'un certain nombre de tâches, sans doute. Mais ça restera quand même un choix. Je veux dire, aujourd'hui, l'exemple que vous donnez, on l'a dans des lunettes qui permettent d'avoir une information en temps réel et qui est renvoyée. C'est pas demain, c'est tout de suite, c'est maintenant, ça existe. Mais ça reste quand même un choix de les mettre, de les acheter, de les utiliser. Moi, je reviens à ce sacro-saint choix personnel. Alors, bien sûr que l'IA prend de plus en plus de place et que s'il n'y a pas de réflexion de société sur là où on est d'accord de la mettre et là où on n'est pas d'accord de la mettre, on va subir. Mais on a encore le choix. Et même demain, si on subit, je suis désolée, je vais être provoque. Mais tout ça, ça fonctionne avec de l'électricité. Voilà. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, il y a des câbles. On doit faire amener de la fibre à des endroits. Je veux dire, on peut aussi le débrancher. Je veux dire, on n'est pas obligé de subir la télé. On peut ouvrir un bouquin. Je suis désolée d'être bassement matérielle, mais l'IA ne fonctionne que parce qu'on la nourrit avec de l'électricité. Je veux dire, demain, il n'y a plus d'électricité. Il ne va plus se passer grand-chose, quoi. Donc l'infrastructure, j'aurais qu'on ne la mette pas quand même de côté aussi sur ces questions. Et tout ce qu'on est en train de développer, c'est aussi beaucoup d'énergie. Il va se falloir se poser la question aussi de l'utilisation de cette énergie. Juste pour créer des recettes de cuisine ou un petit livre pour enfants, une histoire du soir, utiliser Perplexity, je sais pas en fait. Voilà, je pose ça là. Je sais pas si ça répond vraiment à votre question, mais je veux quand même qu'on se... C'est pour moi la question du libre arbitre et du choix individuel aussi. Très rapidement, c'est ce genre de fatalisme en fait qui me terrifie. On dit que ça arrivera, je suis pas sûre en fait. C'est pas parce que Google s'est renommé, s'est rebrandé de moteur de recherche en moteur de réponse, avec la fiabilité de Gemini, etc., qu'on connaît, qui est tout sauf avéré. Enfin, quand le truc te donne une réponse sur deux qui est inventée ou hallucinée, etc. Voilà. Donc, c'est ce fatalisme-là, en fait, quand on dit de prendre son destin en main, de quelle société numérique on fait et comment on l'a fait, c'est de ça dont on parle. Moi, je le ressens. En fait, je ne ressens pas que c'est une nécessité à laquelle je dois obéir. Si on me dit que ouais, mais les jeunes, tu comprends, bah ouais, mais les jeunes, ils ont des parents, ils ont des enseignants, et voilà. Et donc, quand je disais tout à l'heure que ce que ça disrupte, c'est ce qui crée en fait notre société. Moi, je ne veux pas que des ados qui se font harceler par le biais de deepfake, et il y en a des palanqués sur TikTok, aillent parler à ChatGPT pour soutien psychologique. Enfin,
si vous voulez laisser vos enfants faire ça, bah écoutez, tant pis, j'ai envie de dire. Mais, et c'est ce fatalisme-là, et là je la refais en français parce que faut que ça rentre, quoi. C'est ce fatalisme-là qui, moi, me terrifie. Il m'exaspère plus, il me terrifie. Parce que, en fait, je prêche dans le désert depuis des années sur ces sujets-là, et j'entends toujours ce genre, en fait, de conversations qui sont « ouais, mais tu comprends, c'est dur ». En fait, les deux sont durs. Se laisser aller et donc se faire entourlupiner par des trucs qui ont une portée idéologique, faut pas croire. C'est pas que DeepSeek chinois. Hein. Les Américains aussi ont une portée idéologique particulière. Et se dire que en fait c'est comme ça. Ça, c'est beaucoup plus problématique pour moi, mais ça demande aussi une énergie particulière et un effort particulier pour se laisser à ça. L'effort que demande le fait de ne pas le faire, c'est pas plus facile ou plus difficile, c'est juste différent. Donc, je sais pas si, voilà, ça... mais moi, ça me permet de râler, ça me soulage. Merci. Just two sentences to what was the question. Ouais, juste pour répondre un peu à la question. La question originale, là. Je dirais que j'aimerais souligner encore une fois ce que je dis, que c'est un défi, pas un problème. Je préfère penser en termes de défi, pas de problème. Parce que moi, je suis fan d'innovation. J'aime bien l'intelligence artificielle. Mais vous voyez mon langage corporel. Pour des raisons de santé. Je suis fan de la recherche, des solutions, de l'innovation. Mais il y a un exemple qui a été donné ici. Les cookies, je ne suis pas fan de cookies, personne n'est fan de cookies. Ou enfin, la réglementation sur les cookies. Mais ça, il ne faut pas confondre, ça, ce n'est pas RGPD. Ça, c'est la directive privée, sur la vie privée. C'est notre texte. Donc, l'RGPD était déjà un élément de réponse à un système, une solution juridique qui existait. Malheureusement, la directive sur la vie privée n'a pas été adaptée quand il s'était prévu en 2016. Juste deux petits points techniques. Quand on travaille, ce qui est le cas dans mon activité professionnelle, en dehors de mon activité à la tête de la FCDP, avec de l'IA au quotidien, c'est génial, mais il faut faire sacrément gaffe, hein, parce que je ne ferai pas confiance à un outil d'IA pour, à partir de la forme de mon pied, dire si je dois consulter ou pas, et deuxièmement, encore moins pour choisir une paire de chaussures. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que revenons un petit peu sur l'histoire de la prospective. Qu'est-ce que l'histoire de la prospective? C'est une hallucination humaine où on projette un certain nombre de choses en les propulsant à 10 ans, 15 ans, donc pas loin de l'infini. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est l'erreur de la prospective. Donc, n'attendons pas trop de l'intelligence artificielle. Et là, je rejoins tous les intervenants précédents. Il y a un point qui est extrêmement important sur lequel il faut retravailler, c'est le libre arbitre. Et finalement, de dire que ce qui est vrai, c'est ce que l'on considère intimement comme vrai, et pas ce que l'on nous dit comme vrai. Le temps étant compté, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Sinon, je vous remercie tout le monde, et surtout tous les intervenants et intervenantes du panel pour ces échanges. Voilà. Thank the interpreter. Okay, thank you. And on peut, merci, bien sûr, public. Merci à tout le monde, et surtout, on peut continuer à échanger, que ce soit ici ou dans les allées, puisque ces échanges, c'est l'évolution de la société, hein, si je résume.